Lorsqu'il prenait le pouvoir en 1982, près de 75% de la population actuelle n'était pas vivante. 40 ans plus tard, le règne de Paul Biya est diversement apprécié, regretté pour certains. Pendant 40 minutes, Naya TV passe au peigne fin la vie du Cameroun sous Paul Biya, dont beaucoup dressent comme bilan la corruption, le laxisme, la gabegie, les blanchiments et détournements de capitaux dans un pays riche à divers niveaux. Parole sera donnée aux Camerounais lambda, aux acteurs de la vie sociale, politique, économique, mais aussi à un fidèle du régime Biya. Madame, Messieurs, merci de regarder Naya TV. Bienvenue à votre émission Au cœur des faits spéciale hors série intitulée 40 ans de règne, Paul Biya à la barre. Il faut être un amoureux de l'histoire ou être un peu plus âgé pour se souvenir que le Cameroun jusqu'ici a déjà eu 2 présidents de la République. Ce n'est pas un crime de le dire car 3/4 de la population actuelle n'a connu qu'un homme, Paul Biya. Avant de dresser le bilan de celui qui préside aux destinées du Cameroun depuis 40 ans, et pas des moindres, permettez-moi de vous présenter en quelques lignes celui qui, par la grâce de Dieu, est aussi le plus vieux président en exercice dans le monde. Etier Omo, voici l'homme. Il y a 60 ans et 1 mois, en novembre 2022, que Paul Biya travaille pour la nation camerounaise sans interruption. Le fils de Mvomeka dans le sud, au destin particulier à 30 ans seulement, débutait alors sa carrière comme chargé de mission à la présidence de la République. Il est fraîchement diplômé de l'Institut des hautes études d'outre-mer. Pendant 13 années, le fils du catéchiste Étienne Vondo Assam et de Anastasie Eyenga Ele parcourt les hautes sphères de l'administration, de directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la culture, à ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Juin 1975, le destin présidentiel se dessine peu à peu avec sa nomination comme premier ministre d'Amadou Ahidjo. Il est le successeur constitutionnel du président de la République. Sa haute discrétion, son silence qui ne date pas d'hier, seraient parmi les critères qui séduiront Ahidjo, qui lui cédera son fauteuil à la tête de la magistrature suprême le 4 novembre 1982. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Samedi 6 novembre 1982, 10h, le destin du Cameroun bascule. Paul Biya place son règne sous le signe du renouveau. Très vite, il doit faire face aux injonctions de son prédécesseur, resté président du parti unique d'alors, l'Union nationale camerounaise. Amadou Ahidjo souhaite que le chef du parti politique soit constitutionnellement au-dessus du président de la République, une idée qui épouse une fin de non-recevoir. Le 14 septembre 1983, Paul Biya est élu président national de l'UNC et président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à sa création le 24 mars 1985 à Bamenda. Après le coup d'État manqué du 6 avril 1984, Paul Biya renforce sa sécurité, se rétracte essentiellement entre le palais de l'Unité, son village natal Mvomeka et l'étranger. Ses voyages à l'extérieur du pays sont de loin le triple de ses déplacements à l'intérieur du Cameroun.
Dans la foulée de la lutte pour les libertés, l'épouse du président de la République, Jeanne Irène Bia, décède dans les circonstances troubles le 29 juin 1992. Moins de 2 ans plus tard, Paul épouse Chantal Bia en avril 1994. Entre rigueur et moralisation, les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités, le Cameroun subit une transformation mitigée à divers plans, marquée cependant de corruption et de détournement des fonds publics. Le chef de l'État promet de lutter contre ce fléau qui ne cesse de ruiner le trésor public. Paul Biya, 90 ans le 13 février 2023, c'est le plus vieux président en exercice dans le monde. S'il a dû laisser comme souvenir celui qui aura apporté la démocratie au Cameroun, il aura connu 7 présidents américains sous son règne en cours, 5 présidents français dont il s'est revendiqué être le meilleur élève. Entre corruption, tribalisme, pauvreté, crise anglophone et écart social, Paul Biya dirige depuis 40 ans un pays, l'un des plus riches au monde en termes de ressources naturelles, humaines et intellectuelles. Passé ce portrait en filigrane du président de la République, chef de l'État, chef des forces armées et premier des Camerounais, entrons dans le vif du sujet en donnant la parole au peuple qui a élu le père de la nation depuis 7 mandats. Nos reporters Oriane Kodo et Jean-Frédy Ondoa ont recueilli les réactions des citoyens camerounais de divers horizons qui apprécient le travail abattu par celui qu'ils ont choisi, Paul Biya. Entre célébration et réjouissance, c'est aussi le lieu pour les Camerounais de faire le bilan des 4 décennies de règne du natif de Mvomeka. Il est plus que négatif parce qu'en 40 ans, le pays est parti de ce qu'il était à presque rien. De la santé, en passant par les infrastructures, les mœurs et les conditions de vie entre autres, les Camerounais pour la plupart sont déçus par la mauvaise gestion du Cameroun par le président de la République et de ses dirigeants. Au Cameroun, c'est la misère, c'est la galère. La plupart des jeunes veulent partir avec un pays aussi riche. Hier, les Guinéens rêvaient venir au pays, au Cameroun, mais aujourd'hui, ce sont les Camerounais qui partent là-bas et puis sont traités comme des sous-hommes. Il a fait quoi? C'est l'année-ci, parce que s'il prend en dehors de le stade qu'il a construit et l'autoroute Nsimalène qu'il est en train de faire là, il a encore fait quoi? Tu déposes ton dossier, on te propose position canapé. Tu vas faire comment? Tu auras le travail comment? Ce ne sont pas ces gens. Là où nous on pense aussi que le bilan est un peu tellement négatif, c'est l'agriculture. L'agriculture, parce qu'on ne promouvoit pas beaucoup l'agriculture. Raison pour laquelle les choses sont devenues tellement chères. Il est en quelque sorte, on peut dire, le malheur du Cameroun. Pourquoi? Juste parce qu'il ne nous a apporté que misère et désolation jusqu'ici. Avec beaucoup de jeunes aujourd'hui tombent même sur la moto parce qu'à cause du manque d'emploi. Il y en a certains qui fréquentent même, ne parviennent pas à avoir des emplois. Je ne sais pas s'il y a un domaine dans lequel il a réussi, sauf celui où on découvre que dans un pays, presque tous les responsables peuvent voler désormais en milliards. À côté de ces avis tranchés, une minorité de Camerounais accorde un sans faute à leur président. Moi-même, parce que ça fait depuis que je ne pars pas au nord, mais j'entends, on me dit qu'il a fait comme ça, il arrive au nord à tout moment, il fait comme ça.
Il envoie les gens faire beaucoup de choses parce qu'il voit les gens qui nous souffrent, même pour l'eau, même pour la route. Non, vraiment, je suis fier. Parce que je suis arrivé au Nigeria, je suis arrivé, même au Sénégal, je suis arrivé, tu vois, non? Mais je vois comment les hors d'Afrique viennent ici au pays. Tout le monde dit que non, il vit bien, il vit bien. Elle dit que notre pays, là, Paul Biya garde ça bien. S'il fallait avoir des attentes quant à l'avenir du Cameroun sous Paul Biya, ici encore, les réactions sont mitigées. Nous souhaitons, c'est qu'on essaie de changer les gens qui sont là. Si le président pouvait essayer de changer les gens qui sont là, pour mettre d'autres gens qui pourront peut-être ouvrir les portes à la jeunesse. Parce que moi qui suis jeune là, nous-mêmes, nous sommes assis là, c'est pas facile. Si le Cameroun est en paix, l'autre là est. Ou si j'ai là où je peux dormir et chercher quelque chose à manger. Ce que je peux souhaiter, c'est qu'au soir de sa vie, qu'il pense tout au moins faire quelque chose de bon. La chose de bon qui puisse amener aux Camerounais, c'est de permettre, d'autoriser une modification consensuelle du code électoral afin d'ouvrir le jeu politique. Là, on retiendra au moins quelque chose de positif de lui. S'il peut sortir par une grande porte, je crois que c'est la seule issue. Pour rappel, c'est le 6 novembre 1982, 40 ans plus tôt, que le Cameroun accueille son deuxième président de la République, Paul Biya, qui succède à Amadou Ahidjo. Vous regardez Au cœur des faits, spécial 6 novembre, 40 ans de pouvoir, Paul Biya à la barre. Après le peuple, parole aux autres entités de la République. Ils sont hommes politiques, économistes, géostratèges, analystes politiques qui passent à leur tour Paul Biya à la barre en dressant succinctement dans les domaines les plus sensibles et les plus croustillants de la vie nationale le bilan de l'homme-lion. Entre détournement de fonds publics, laxisme et violation des droits et libertés publiques, voici le kaléidoscope du Cameroun comme il va depuis 40 ans. Ça a été un capharnaüm total, une anarchie totale. Leur plus grosse victoire, la corruption. Je ne crois pas que ce soit ce régime qui soit encore capable de nous donner cette solution. Il faut le réformer. Il faut le réformer. Tout simplement qu'il prenne sa retraite. C'est un désastre, actuellement. Partons des données empiriques. C'est un désastre. Les crises se succèdent et s'amplifient. Crise d'énergie, crise du pouvoir d'achat, l'inflation, le gaz, l'école, tout part en vrille socialement. Il me semble que le Cameroun qu'il a hérité n'est pas le même qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un Cameroun qui ne connaissait pas de guerre. Je pense que cela est lié au fait qu'il y a eu un certain silence, un certain laxisme, une certaine distance du président de la République vis-à-vis de l'action publique, vis-à-vis des politiques publiques, vis-à-vis de ses collaborateurs, vis-à-vis également de son peuple, de sorte qu'on a toujours vécu dans un état de vacances. On dirait qu'on n'avait pas un patron à la tête de l'État. Le président Biya a mis davantage l'accent sur l'investissement social. L'investissement lourd, comme couvrant les infrastructures lourdes, ce n'est que ces dernières années que le gouvernement s'est lancé sur ces opérations. On le comprend parce que le pays était en crise. 40 ans plus tard, le produit intérieur du Cameroun n'a fait que doubler. Aujourd'hui, il est à 1661 $ pour une population de près de 30 millions d'habitants. Donc nous sommes plus nombreux, nous sommes censés travailler plus, mais miraculeusement, notre produit intérieur brut a plutôt baissé. À l'époque, un taux de croissance à 2 chiffres. Aujourd'hui, nous faisons à peine 4% de croissance chaque année. Il est évident que la rigueur de la gouvernance, telle qu'on l'a connue au temps d'Ahidjo,
n'existe pratiquement plus. C'est beaucoup plus à ce niveau-là. Et on voit d'abord bien que les indices de gouvernance du Cameroun, c'était des grades. C'est-à-dire, lorsqu'on compare le rang du Cameroun au temps d'Aïdjo et le rang du Cameroun aujourd'hui en termes, par exemple, d'efficacité de leurs dépenses, à l'époque d'Aïdjo, c'était largement mieux. Même si par ailleurs aussi, le régime de Biya présente d'autres indicateurs qui sont meilleurs. C'est pour ça que tout cela se compense et les rangs restent pratiquement les mêmes. Je crois qu'on ne peut pas dresser le bilan de ce régime sans évoquer leur plus grosse victoire, la corruption. Au bout de ces 40 ans, on peut le dire aujourd'hui avec une assurance, avec une forte assurance, la corruption est un mode, est un levier de gouvernance. Il a toujours entretenu la corruption, il a toujours voulu qu'il y ait corruption. Parce que c'est la corruption qui le maintient, qui l'a maintenu et qui maintient son système. Vous prenez seulement les lignes 94 et 65 de 2010 à 2022, on vous parle de 5 400 milliards dépensés et une bonne partie de cet argent a été détournée. Il y a quelque temps, on a essayé de faire de comptabiliser les détournements du pays sur 10 ans. En dehors de cette ligne-là, c'est 7 000 milliards de francs CFA. Donc lorsque vous additionnez les deux, vous êtes à plus de 12 000 milliards sur 10 ans seulement détournés dans notre pays. Et pendant ce temps, les populations vivent dans une pauvreté extrême. Le volet santé se caractérise davantage par un abandon total de la santé des populations. Vous regardez aujourd'hui également la couverture santé universelle, qui est un projet de campagne présenté en 2011, qui n'arrive pas à se mettre en place. Vous avez une carte sanitaire qui s'est améliorée quantitativement et qui qualitativement a subi toutes sortes de conséquences négatives. C'est-à-dire que nous avons des zones aujourd'hui qui, depuis 40 ans, n'ont pas de centre de santé, et vous avez d'autres zones qui en ont en abondance à cause des récompenses politiques. Vous avez 0,08 médecins pour 1000 habitants. Alors où nous parlons, le Cameroun est menacé sur bien des fronts, que ce soit à l'est avec la menace MLC, le mouvement de libération du Cameroun, qui provient de la République centrafricaine, ou encore les milices anti-Balaka Seleka, que ce soit à l'extrême nord avec la menace Boko Haram, au nord-est, au sud-ouest avec la crise de sécurité des Ambazoniens. On comprend très bien que le Cameroun a su non seulement répondre efficacement face à ces menaces-là, mais mieux encore, le Cameroun n'a pas perdu un brin de son territoire. Je ne parlerai pas des engagements que le Cameroun a eu à tenir sur le plan de la scène internationale. Il y a une façade, une parure qui donne l'impression qu'on a évolué, mais derrière la parure, on a les fraudes électorales massives qui le maintiennent, l'ont maintenu et son système avec. Chaque fois que nous essayons d'organiser un meeting, c'est tantôt c'est interdit, tantôt on nous malmène de toute manière. Aujourd'hui, on a besoin d'une nouvelle vision, d'un souffle nouveau. Permettre à ce qu'il y ait une transition pacifique, une transition en douce. Tout simplement qu'il prenne sa retraite. La succession de gré à gré que nous avons toujours décriée est déjà en marche. Il faut absolument éviter que la succession soit systémique au sommet de l'État. Parce que notez ce que je vous dis aujourd'hui. Si les Camerounais, par leur vigilance, n'empêchent pas cela, nous sommes exposés à 40 autres années de déliquescence. Dans la suite de ce hors-série consacré au passage en revue des 40 ans de règne du président de la République du Cameroun, nous recevons un fidèle serviteur du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et chef de l'État. Il a son mot à dire dans la manière dont évolue le pays. Grégoire Wona est notre invité.
Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, bonjour. Bonjour, Monsieur Kanga. Vous êtes en duplex depuis votre bureau, département ministériel au cœur de la ville de Yaoundé. Vous connaissez le président de la République, Paul Biya, depuis un peu plus de 50 ans maintenant. Je rappelle que vous êtes par ailleurs le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dites-nous, quel est le bilan que vous faites de ces 40 ans de règne? Je dois vous dire que si on devait parler de bilan ici aujourd'hui, on n'en aurait pas pour une émission de télé, mais on en aurait pour des jours, des semaines et peut-être des mois. Parce qu'il y a des complexités dans ce bilan, mais je dois le qualifier de largement positif. Pourquoi? Parce que le Cameroun est parti d'un point et aujourd'hui, il est à ce point plus 40 ans, après avoir traversé pas mal de difficultés, après avoir vécu pas mal de climats qui étaient très austères, et le Cameroun est resté debout. Le Cameroun est resté debout, ça signifie qu'il a connu des progrès dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'esprit. Nous avons grandi, nous avons appris et nous gérons notre pays à la mesure où Paul Biya l'a conduit. Il est arrivé avec son renouveau national. C'était quoi le renouveau national? L'esprit du renouveau, c'était apporter la démocratie, apporter des libertés, apporter davantage de rigueur dans la gestion des affaires publiques, faire du Cameroun un pays de paix, un pays de justice sociale et évidemment un pays de prospérité. Vous parlez de justice, prospérité, paix. Ce cahier de charges, monsieur le ministre, a-t-il été rempli? La justice sociale, la paix et toutes les autres valeurs sont en réalité une construction. Et la construction a commencé et elle se poursuit. Aujourd'hui, nous pouvons prétendre que la démocratie est là. Elle est là. Je peux vous comprendre. Je crois que quand je vous regarde, vous n'étiez probablement pas né. Aujourd'hui, vous vous mettez dans les plateaux de télévision, vous vous permettez de dire n'importe quoi sur n'importe qui, n'importe comment. Aujourd'hui, on se permet de discuter, d'échanger. Je voudrais vous dire qu'il y a 40 ans, écoutez-moi bien, même un mari avait peur de confier ce qu'il pensait profondément du régime à son épouse. Parce qu'il se doutait bien, il se disait, si jamais ce que je vais dire à mon épouse, elle le répète à quelqu'un d'autre, je suis fini. On était allé jusqu'à quelques années avant l'accession du président Biya au pouvoir, on était allé jusqu'à supprimer le département de philosophie à l'université du Cameroun. Alors, quand on ne peut plus philosopher, on ne doit plus réfléchir, on ne peut plus. 90% de la population camerounaise vit essentiellement du secteur informel, pour ne pas dire de la débrouillardise, question de survivre. Vous qui êtes en charge du portefeuille de la sécurité sociale au Cameroun, dites-nous, la politique sociale du président Paul Biya n'a-t-elle pas tout simplement échoué? Non, je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que le fait d'être un opérateur dans le secteur informel ne signifie pas qu'on a échoué. 90% de l'économie est peut-être informelle. Mais vous savez pourquoi? Parce que, par exemple, tout le monde rural
ce qu'on appelle, nos parents, nous qui sommes nés dans les campagnes, les planteurs de cacao, les planteurs de café, ils sont dans le monde, ils sont classés dans le monde informel. Mais c'est des petits opérateurs économiques qui ne font peut-être pas un bilan comme une société devrait faire, mais qui participent profondément à l'économie du Cameroun. Donc, dire que 90% est dans un monde informel ne signifie pas que c'est de la débrouillardise, parce que le planteur de cacao ou de café ou de coton qui a vendu son produit peut vivre avec son produit. Mais le président Biya a entrepris, dans son programme d'action, il a entrepris de passer de façon rationnelle toutes ces entreprises, les PME comme on les appelle, toutes ces entreprises du monde informel au monde formel. Vous parlez de projets, plusieurs projets ont été détournés. Le Cameroun brille par le blanchiment, les détournements de deniers publics. Les lignes 65 et 94 font couler beaucoup d'encre et de salive. Nous n'avons pas d'indice, monsieur le ministre, en ce qui vous concerne particulièrement, et c'est tant mieux. Un aveu d'échec quand même, premier en corruption, le Cameroun sous le règne de Paul Biya. Oui, mais nous n'en sommes plus là. Mais je voudrais vous dire que dès lors qu'on appartient à ma catégorie des gouvernants, on est soupçonné d'être corrompu au Cameroun. Donc vous pouvez me soupçonner maintenant. Après les soupçons, c'est autre chose. Et ma question demeure, n'est-ce pas un aveu d'échec? Non, ça ne peut pas être un aveu d'échec. Ça ne peut pas être un aveu d'échec parce que sinon, ça veut dire que tout le monde est corrompu, donc tout le monde fait la même chose. Non, mais seulement la corruption n'est pas une fatalité et puis ce n'est pas une invention de M. Paul Biya. Mais le président Paul Biya avait un avantage quand il prenait le pouvoir. Le président Paul Biya avait travaillé dans le secteur de l'économie camerounaise. Donc quand il va s'attaquer à la corruption, il sait de quoi il parle. Je présumais moi. Mais je vais vous dire une petite anecdote. Lors de la tentative de premier coup d'État, je rencontre un opérateur économique. Moi, je n'étais pas encore dans le cercle de la politique d'ailleurs. Je rencontre un opérateur économique à Douala, un Européen dont l'avion était bloqué, qui ne pouvait pas sortir de nos frontières. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, votre président a trop vite parlé de corruption. Ça va être très difficile. C'était un Européen qui venait faire des affaires au Cameroun. Donc la corruption était une réalité. On ne découvre pas ça parce que le président en a parlé. On ne découvre pas ça parce que Transparency International nous a classés comme le pays le plus corrompu. Mais le président Biya déclare qu'il faut lutter contre la corruption parce que la corruption tue notre économie. Et il met en place des mécanismes. Mais je peux vous dire que plus on met en place des mécanismes pour combattre un fléau, plus ceux qui soutiennent ce fléau réfléchissent pour contourner ces mécanismes. Nous sommes dans cette guerre-là. Restons sur cette question. Il y a la CONAR, l'ANIF, le contrôle supérieur de l'État et d'autres institutions comme le tribunal criminel spécial qui régulièrement transmettent des rapports plutôt alarmants mais dont les sanctions ne suivent jamais. Je ne sais pas sur quelle base vous parlez de ces rapports. Vous les avez lus certainement, mais laissons la justice faire son travail. C'est aussi cela que le président voulait, que la justice fasse son travail et que les coupables soient punis. Il a mis en place des mécanismes. Ces mécanismes ont commencé à fonctionner. Vous voyez, à un moment donné, les gens se sont levés parce qu'ils pensaient qu'on allait faire une certaine chasse aux sorcières. Mais le président Biya avait dit, il faut des preuves. On ne condamnera pas les gens n'importe comment. La justice fera son travail. Il faut laisser la justice faire son travail. Monsieur le ministre, vous parliez à l'entame de cet entretien des libertés publiques de la démocratie. Il y a quand même comme une véritable entrave aux libertés publiques
et manifestations, les initiatives de certains partis de l'opposition sont systématiquement réprimées, les autorisations refusées. Le silence du président face à ces multiples répressions n'est-il pas l'affirmation de son autocratie, y compris au sein même du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec les esprits libres qui subissent la fureur du Conseil de discipline? Je vais commencer par vous dire que quand on adhère à un parti, c'est un contrat d'adhésion. On respecte la discipline de ce parti. Donc dès lors qu'on sort de cette discipline, on est fautif. Donc moi, je voudrais vraiment ne pas m'étendre là-dessus. Nous avons, si on a prévu un conseil de discipline, l'objectif n'était pas de sanctionner, mais l'objectif, c'était de dire, s'il y a des gens qui s'écartent, on les sanctionne. Donc, avoir sanctionné des militants qui se sont écartés de ceux dont il ne fallait pas s'écarter, ils ont été sanctionnés. Maintenant, nous sommes en train de construire une démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de construire un champ de liberté désordonné. On est en train de construire quelque chose. Un État n'est viable quand il y a des lois et que les citoyens de cet État respectent la loi. Lorsque les partis politiques se sont écartés de la loi, ils ont été sanctionnés. Les sous-préfets ou les préfets ou les autorités administratives en général sont responsables du maintien de l'ordre. Ils savent que s'il y a un problème lorsque un meeting se passe, ils seront les premiers à être interpellés. Donc il y a des règles qu'on demande aux partis politiques de suivre. Et je dois vous dire qu'il est arrivé qu'un meeting du RDPC soit interdit par un sous-préfet, bien que nous soyons au pouvoir. C'est un cas rare, mais qui a existé. Donc, ça veut dire que chaque fois que les autorités sentent qu'il y a un danger, ils ne pourront pas permettre le meeting. Et je crois que de plus en plus, les meetings se tiennent librement, quand les gens acceptent de se conformer aux règles. C'est aussi cela, la démocratie. On veut un État de droit, il faut qu'on accepte de respecter les lois. Vous avez été ministre en charge des relations avec les assemblées. Il y a cette discrimination apparente entre les formations politiques au niveau des déclarations et autorisations. On a comme cette impression que l'administration lit parfois dans la boule de cristal pour savoir si telle manifestation est tout à fait normale ou si telle autre portera atteinte à la sécurité et telle autre pas. Non, je crois que vous dites bien, on a l'impression. Ayez bien vos impressions. Je ne peux pas vous interdire d'avoir vos impressions. Chacun a ses impressions. Mais moi, mes impressions, qui sont devenues des convictions, c'est que les lois, ceux qui respectent les lois, sont en train de nous faire avancer. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez 40 ans de règne. Paul Biya à la barre, au cœur des faits hors série avec notre invité, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Grégoire Orona, qu'attendez-vous de plus d'un patron politique et institutionnel qui aura 90 ans le 13 février 2023? Il est, je le rappelle, et j'aime à le dire, le président le plus vieux en exercice dans le monde. Peut-être c'est une grâce, mais n'est-il pas temps de changer de paradigme au vu de son âge, de son bilan et surtout de son silence face aux problèmes de la nation? Je ne crois pas que le débit de la parole, en ce qui concerne la parole du président, est connu des changements spectaculaires depuis qu'il est au pouvoir. Vous savez qu'il y a des étudiants qui ont même fait des thèses sur le silence du président Biya. Ça veut dire qu'il a toujours été silencieux. Donc, ne me faites pas croire que parce qu'il vieillit, il est plus silencieux. Non, le président Biya parle toujours quand il doit parler et quand il a des choses à dire aux Camerounais. Donc, je m'attends à ce qu'il continue ce qu'il a commencé, pour qu'on continue d'avancer sous son magistère.
parce qu'il a réussi à faire des choses qui ne se faisaient pas. Donc, le président Biya, on l'a encore vu ces jours à la télévision, il est en possession de ses moyens. Son âge, nous devrions plutôt en être fiers. Ce ne devrait pas être un objet d'inquiétude. On devrait en être fiers, et moi j'en suis fier. Il est encore capable de nous conduire. Il propose des choses qu'il va faire. Il est en train de faire des choses qu'il a proposées. Moi, je m'attends à ce que qu'il continue de regarder ces chantiers et qu'il continue d'innover parce qu'il a encore avec lui tous ses moyens. Dernière question pour ne pas abuser de votre temps, puisque vous également, vous allez dans le centre même des festivités marquant ce 40e anniversaire d'accession à la magistrature suprême du président Paul Biya. Il y a 4 décennies, pratiquement 75% de la population actuelle n'était pas née. 40 ans après, ne pensez-vous pas que les attentes du peuple qui élit le président de la République doivent trouver réponse auprès de ce dernier? Si le peuple estime que ça ne va pas, il faut un remaniement ministériel. Il faut quand même agir physiquement sur tel ou tel sujet. Ce président, lui, il doit écouter ce peuple, même si vous avez l'habitude de le dire, le temps du peuple n'est pas le temps du président. Je vous aurais répondu si j'avais des éléments objectifs, mais les éléments que vous me donnez sont ceux que notre presse publie dans le monde, sont ceux que quelques internautes publient à travers le monde. Mais vous n'avez pas des outils de mesure. Vous n'avez pas des statistiques qui me disent ce que vous venez de dire là. Et ce que vous venez de dire, excusez-moi de vous dire que ce n'est pas tout à fait exact. Le peuple, ce n'est pas ce que dit le journal X ou le journal Y. Le peuple, c'est le peuple. Et les représentants du peuple vont à l'élection. Chacun va mettre son bulletin. Nous, au RDPC, nous invitons les Camerounais de bonne volonté à s'inscrire sur les listes électorales et à préparer les élections. Pour qu'aux prochaines élections, qu'elles soient sénatoriales, qu'elles soient législatives, municipales ou présidentielles, que les Camerounais aillent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent à travers le bulletin de vote. Ce n'est pas ce que la presse, que vous connaissez très bien, que je ne voudrais pas qualifier ici, parce que moi je me suis battu pour la liberté. J'estime qu'une démocratie n'est valable que s'il y a une presse responsable. Et nous nous battons pour que la presse soit toujours bonne et pour que la presse soit responsable. Il faut que les Camerounais aillent voter. C'est ça qui va exprimer l'opinion du peuple. Et non ce que vous pensez. Ce que vous me dites là, c'est ce que vous pensez, M. Kamga. Je ne peux pas émettre de jugement à partir de là. Et pour terminer là-dessus, je voudrais vous dire une autre petite anecdote. Mon frère, pas mon cousin ni mon oncle, mon frère est resté 1 an, à l'époque d'avant Paul Biya, 1 an enfermé dans une prison qu'on appelait à l'époque la BMM, parce que son boy, comme on les appelle, son garçon à la maison, avait dit à la police, il a un livre de Mongo Betty dans sa bibliothèque, ils sont venus voir, il a été emporté 1 an. C'était cela aussi avant lui. Mais les combats étaient différents à cette époque. Ahidjo a fait sa part. Il avait d'autres combats. Il a fait sa part. Je crois qu'il a bien fait. Sachez que nous venons de loin. Il faut pouvoir apprécier où nous sommes aujourd'hui. Et nous allons encore avancer. Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, merci d'avoir répondu à nos questions en duplex depuis votre bureau. Joyeux anniversaire au président de la République. Merci pour lui et merci pour le régime du renouveau national.
Merci également à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, d'avoir regardé ce numéro spécial d'Au cœur des faits consacré aux 40 ans de pouvoir du chef de l'État camerounais Paul Biya. À chacun donc son analyse. Restez câblés, connectés. Naya TV.